L'existence de l'Angleterre est souvent considérée comme allant de soi et est trop peu étudiée. Cela peut être dû à l'histoire prépondérante du développement de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, mais néanmoins, pour que ces unions se forment, l'Angleterre devait déjà exister, et en réalité, elle existe depuis 927 après Jésus-Christ. Alors, comment l'Angleterre a-t-elle été créée, qui réclamait la terre avant les Anglais, et comment est-elle devenue la nation que nous connaissons aujourd'hui ? À mesure que l'Empire romain commençait à se retirer des îles britanniques, la région de l'Angleterre moderne commençait à voir une vague de migration de tribus germaniques anglo-saxonnes. Selon certains historiens, après le départ des Romains, les Britons autochtones ont été attaqués par les Pictes et les Écossais voisins et ont ensuite accueilli certains de ces anglo-saxons dans l'espoir qu'ils chasseraient les autres envahisseurs. Les peuples germaniques ont réussi à expulser à la fois les Écossais et les Pictes, mais ils se sont ensuite retournés contre les Britons autochtones et ont établi leur propre autorité au début du 7e siècle. Les nouveaux dirigeants anglo-saxons ont alors installé les royaumes d'Essex, Kent, Sussex, Mercie et Anglie, Northumbrie et Wessex sur le continent britannique. Il y a peu de documents sur ce qui s'est passé au cours des siècles suivants dans ces royaumes, mais nous savons qu'il ne fallut pas longtemps avant que les anglo-saxons ne soient confrontés à leurs propres envahisseurs. En 793, une armée viking débarqua au monastère de Lindisfarne et pilla le bâtiment sacré. Leur violence et leur irrespect stupéfièrent les anglo-saxons, qui étaient mal préparés à ce que ces vikings avaient en réserve. À la fin de 870, l'Anglie tomba aux mains des envahisseurs danois, et la Mercie fut perdue seulement 4 ans plus tard. Lorsque les Vikings prirent ensuite la Northumbrie en 875, Wessex était le seul royaume majeur restant sous l'autorité anglo-saxonne. Lorsque le roi actuel de Wessex, Athelred, mourut, son frère cadet Alfred se retrouva chargé de protéger l'indépendance de son royaume. Au début, il le fit en payant les agresseurs vikings, jusqu'à ce qu'il soit finalement prêt à mener une armée contre eux. Cela aboutit à la bataille d'Eddington, qui laissa les Danois complètement battus et mit fin à leur tentative de capturer Wessex. Un vide de pouvoir en Mercie à peu près à la même époque conduisit le roi Alfred à prendre également le contrôle du royaume, et au lieu d'établir un nouveau monarque, il plaça un Jarl dormant à la tête. Ce noble répondait directement au roi Alfred et maintenait le roi de Wessex comme l'autorité ultime sur les deux régions, bien qu'une partie de la Mercie soit cédée aux Vikings. Après la mort du roi de Wessex et du dirigeant contemporain de Mercie en 911, Édouard l'Ancien et Æthelfelt devinrent les successeurs respectifs. Ensemble, ces nouveaux souverains commencèrent à exercer une pression accrue sur le Danelaw voisin, et ils travaillèrent tous deux à étendre leur territoire. En 917, Æthelfelt étendit ses terres vers le nord et Édouard réussit à incorporer toute l'Anglie dans son royaume. Alors que Æthelfelt poursuivait son expansion, elle parvint à étendre le territoire de la Mercie jusqu'à York, où les habitants décidèrent qu'il serait préférable de lui prêter allégeance plutôt que de lutter. Bien que Æthelfelt mourût peu de temps après, sa fille, Aelfwine, était supposée prendre sa place et continuer dans la même direction. Cependant, de manière inattendue, le peuple mercien évinqua rapidement leur nouvelle dirigeante, créant accidentellement la parfaite occasion pour le roi Édouard de Wessex de s'emparer de toute la Mercie peu après. En 918, les Anglo-Saxons continuèrent leur avancée dans les territoires du Danelaw et gagnèrent lentement de plus en plus de terres pour eux-mêmes. À la mort d'Édouard en 924, les nouveaux voisins des Anglo-Saxons avaient tous prêté allégeance au roi. Cela mit les Anglo-Saxons dans une position confiante alors que le fils d'Édouard, Æthelstan, prit le contrôle du royaume. À cette époque, la sœur d'Æthelstan se maria avec le dirigeant viking local, Sihtric, qui contrôlait encore la Northumbrie. Æthelstan marcha et parvint finalement à placer le royaume de York sous sa couronne lorsque le mari de sa sœur mourut. Cela laissa la Northumbrie ouverte à la conquête, et le roi l'incorpora rapidement à son royaume. C'est généralement à cette époque que la plupart des historiens considèrent que le royaume d'Angleterre a été créé. Mais la situation n'était pas aussi simple. Æthelstan n'avait pas fini d'étendre son royaume de toutes les manières possibles, et bien qu'il se soit proclamé roi des Anglais à ce moment-là, ce n'était pas encore tout à fait ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Angleterre. En 937, Æthelstan décida de tenter une invasion de l'Écosse pour voir s'il pouvait étendre son autorité encore plus loin. Le royaume d'Écosse, ou Alba comme il était connu à l'époque, était désavantagé face aux Anglais et fit donc appel aux autres royaumes souverains restants pour obtenir de l'aide. Cela donna lieu à une alliance entre Constantin II,
roi d'Alba, Olaf Gudfridsson, roi de Dublin, et Owain, roi de Strathclyde. Sous la direction du roi Olaf, l'Alliance affronta les Anglais lors de la spectaculaire bataille de Brunanburh. Bien qu'on ignore exactement où cette bataille a eu lieu, il est certain que l'Alliance a été sévèrement écrasée par les envahisseurs anglais. Les pertes des deux côtés furent catastrophiquement élevées, mais Æthelstan et les Anglais furent sans aucun doute les vainqueurs. Beaucoup pensent que ce choc a véritablement consolidé l'unité de l'Angleterre et a suscité un nouveau sentiment de nationalisme et de fierté parmi les Anglais. Néanmoins, cela n'entraîna pas l'incorporation d'Albanie de Strathclyde dans le royaume d'Angleterre, ces deux régions restant indépendantes. D'un autre côté, l'Angleterre devrait prouver sa capacité à le faire. Les Vikings, bien que temporairement vaincus, reviendraient vers le jeune royaume à la fin du Xe siècle. Après la mort d'Æthelstan en 939, le roi de Dublin, précédemment vaincu, un dirigeant viking, profita immédiatement de l'instabilité temporaire de l'Angleterre. Pendant que le demi-frère d'Æthelstan, Edmund, prenait le contrôle du royaume anglais, le roi Olaf s'empara de certaines terres qui avaient jadis été sous contrôle viking. York fut rapidement capturé et une grande partie de ce qui était autrefois la Northumbrie et la Mercie fut également prise, Olaf forçant les Anglais à accepter cette annexion. Ironiquement, lorsqu'Olaf mourut en 941 et que son cousin, qui portait le même nom, montait sur le trône en tant que successeur, Edmund d'Angleterre sauta sur l'occasion pour se venger de l'invasion viking. L'année suivante, la majeure partie des terres annexées fut reprise par les Anglais. En seulement 2 ans, les Vikings furent entièrement chassés de Northumbrie. Cela réunit essentiellement l'Angleterre, car le territoire était désormais sous le contrôle d'Edmund. Aussi ambitieux que ses ancêtres, Edmund envahit ensuite Strathclyde, mais ne prit que certaines de ses terres méridionales à la fin de l'incursion. Le reste fut donné au roi Malcolm Ier d'Écosse, plutôt que d'être rattaché à l'Angleterre. Il semblait à nouveau que le royaume d'Angleterre avait établi une certaine stabilité, mais cela fut de nouveau de courte durée. Edmund fut mystérieusement assassiné en 946, ce qui laissa son frère cadet, Idred, comme roi d'Angleterre. L'année suivante, Éric Bloudax, venu de Norvège, attaqua et saisit la Northumbrie récemment réincorporée, ce qui provoqua près d'une décennie de conflits pour savoir qui, parmi les habitants des îles, dirigerait la Northumbrie. Finalement, le roi anglais parvint à reprendre définitivement le territoire au nom de l'Angleterre. Sa mort mit fin à son règne après cette victoire, et son jeune neveu, Hedwig, lui succéda temporairement, mais fut rapidement déposé en faveur de son frère, Edgar. Cependant, il ne s'agissait que d'une déposition partielle, ce qui signifiait qu'Hedwig conserverait une petite portion du royaume en tant que corégent. Lorsqu'Hedwig mourut seulement 2 ans après cette décision, Edgar prit simplement le contrôle de l'ensemble de l'Angleterre. Sous le règne du roi Edgar, surnommé Edgar le Pacifique, les véritables bases du royaume anglais purent enfin être établies. De nombreuses réformes furent adoptées et un grand nombre des systèmes et lois qui existaient dans le Danelaw furent effectivement maintenus, dans l'espoir d'éviter tout mécontentement de la part de la population danoise. La paix, l'unité et l'ordre furent les piliers du règne de près de 2 décennies d'Edgar, et son travail contribua à solidifier pleinement l'unité du jeune royaume d'Angleterre. La formation ultime de l'Angleterre fut un processus long et fragile. De l'immigration initiale des Anglo-Saxons dans la région à l'établissement de leur premier royaume, en passant par l'invasion et la domination des Vikings, ce n'est qu'après que les Anglo-Saxons commencèrent à saisir des territoires du Danelaw qu'une esquisse de l'Angleterre moderne commença à apparaître. Après une série de conquêtes, de défaites, de reconquêtes, et ainsi de suite, les Anglo-Saxons finirent par unir les royaumes existants. L'Angleterre. À partir de là, il ne restait plus qu'à établir des frontières solides, maintenir leur territoire conquis afin de préserver la stabilité physique de leur royaume, et, finalement, sous le règne d'Edgar le Pacifique, à poser les bases des lois et des structures de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de royaume, ou nation, d'Angleterre.